Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. J'étais interpellé, en fait, très intrigué par une étude qui a été publiée. Gabriel Giguère de l'IADM est avec nous en studio, qui porte justement sur la réforme du zonage. Et selon donc tes propos, on se tutoie, Gabriel? Absolument. Selon tes propos, donc, on pourrait faciliter la transition, en facilitant la transition des zones agricoles vers du zonage résidentiel, on pourrait régler en partie la crise du logement. Bon, évidemment, la ville de Laval est plutôt allée dans l'autre direction récemment en protégeant les terres agricoles, en mettant là, toutes sortes de règles autour de ça. Je t'avoue, a priori, j'étais un peu sceptique, là, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que moi, personnellement, bon, préservation des territoires agricoles, je parlais à l'instant là, d'inondations, etc. On sait que c'est souvent des terres qui sont susceptibles. C'est quoi un peu le point que vous cherchez à amener là, à travers ce travail-là que vous avez publié ces derniers jours? Ben d'abord, merci pour l'invitation, Francis. Ce qu'on fait essentiellement, c'est de regarder quelle est la problématique au Québec en matière de logement. Elle est énorme. Hein? Je pense que la question de l'abordabilité du logement, elle est au cœur de l'ensemble de la population, notamment des jeunes générations. Ayant ça en tête, quelles sont les solutions? Construire plus fait clairement partie de la solution. Ouais. La SCHL le dit. Je pense qu'on est rendu à l'autre étape. Comment construire plus? Et cette mesure-là, de faciliter le dézonage pour qu'au final, ce soit les agriculteurs qui décident, qui aient tout en leur possession. On ne peut pas dire je ne peux pas vendre ma terre parce que le zonage ne me le permet pas pour construire des maisons. Non, d'avoir la réelle valeur de la terre et de dire si je veux continuer mes activités, je les continue, il n'y a aucun problème. Si je décide plutôt de vendre ma terre pour qu'on construise des bâtiments des résidentiels, que ce soit des maisons, parce qu'on le sait que les petites familles québécoises ont besoin de maisons, allons-y. Au final, je pense qu'il est important aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, Laval, on a 30% du territoire de Laval qui est zone agricole, et de ce 30%, 50% de celui-ci, il n'est pas cultivé. Donc, il y a de la place pour construire à Laval, il y a de la place pour construire dans les grandes régions métropolitaines, que ce soit à Montréal, Québec, Gatineau. Il faut construire davantage sur les terres agricoles. On s'entend sur la fin, mais encore une fois, si on revient à la question des moyens, puis donc cette notion de dézonage, je me dis, il y a quand même, puis tu sais, à Montréal, à Laval, en banlieue sud, puis on parle de Montréal, mais on a des auditeurs aux quatre coins de la province. Il y a quand même encore, je passais récemment là, au coin de la rue ici, un stationnement à air ouverte, tu sais, plusieurs centaines de mètres carrés, tu sais, pour parquer des chars en plein centre-ville de là. Je me dis, il me semble qu'avant d'aller dézoner des terres arables riches qui pourraient potentiellement être exploitées, il me semble qu'on devrait utiliser le potentiel qui est de proximité. Là. Ça me semble une solution de paresseux, en fait, le dézonage agricole. Je pense pas, au contraire. Mais tu as raison, absolument. Quand tu dis il faut qu'on augmente la densité, on doit construire plus dans les villes, l'IADM le dit depuis un petit bout déjà. Là. Clairement, on doit construire plus de condos, plus de densité dans les villes, mais il faut également s'adapter aux réalités des banlieues. Les familles, quand on l'a encore vu récemment dans les médias, on demandait qu'est-ce que les familles québécoises veulent. Ils veulent des maisons unifamiliales. Il va falloir en construire aussi des maisons unifamiliales et c'est correct d'en vouloir. Mais pour ce faire, quand on regarde la grande région de Montréal, 58% c'est du territoire zoné agricole. 58%. Il y a beaucoup de places où on peut construire davantage. Encore une fois, et je pense que c'est ça qui est important, il faut faire confiance et respecter le choix de nos agriculteurs. S'ils décident de conserver leurs terres pour continuer leurs activités, on doit respecter ça. Maintenant, il y a un autre élément qui est fort important, c'est de se dire, le Québec, là, est-ce qu'on va perdre toutes nos terres? D'abord, absolument pas, parce que la demande est autour des grands centres. Ensuite de ça, le Québec, il faut quand même le rappeler, est un exportateur net de produits agricoles. Là. Donc ça, c'est clair. Et ensuite de ça, laissons les agriculteurs choisir et permettons un retour à l'abordabilité, parce que je pense que c'est ça qui est central dans cette mesure-là, c'est vraiment de se dire, quelle est la mesure ou l'une des mesures, parce que vous comprendrez encore une fois que ce n'est pas la seule mesure, ça fait partie d'un bouquet de mesures. Ouais. Est-ce que c'est à la hauteur de la problématique de 2024 et des les prochaines années, sinon la prochaine décennie? Je pense que oui, mais encore une fois, il va falloir avoir d'autres mesures complémentaires. Je suis moi-même un résident de la banlieue, là, fait que je suis pas placé pour critiquer le style de vie périurbain, comme on l'appelle parfois, mais il y a quand même derrière cette idée de dézonage, puis de prise en charge de l'empreinte agricole par du résidentiel. Évidemment, l'idée d'étalement, là, à laquelle on fait régulièrement référence. Puis Montréal, on le voit depuis des décennies, là,
s'élargit au lieu de pousser en hauteur, ça pose toutes sortes de problèmes. Évidemment, les coûts pour les municipalités sont énormes en termes de services, infrastructures, etc. Pour le transport, c'est aussi un peu l'enfer. Là, moi-même, bon, j'habite à Saint-Lambert, pour ne pas le nommer. Le REM n'a aucune utilité pour moi. Là, ça me prendrait 14 heures de niaise, là, mais il faudrait que j'aille à Brossard pour revenir. C'est complètement ridicule. Ça serait moins long à piller. Je me pose quand même la question de dire si on continue cette empreinte grandissante sur des terrains toujours plus éloignés qui sont aujourd'hui des terres agricoles, qu'est-ce qu'on fait pour atténuer la problématique, par exemple, de la circulation, justement, le coût des infrastructures? Il va y avoir un coût à ça aussi. Là. C'est pas, comme on dit en bon français, un silver bullet là, non plus. Là. Ouais. Non. Et d'abord, il faut construire en densité, puis il faut construire beaucoup plus de logements à Montréal et dans les périphéries. Ça, je pense que c'est clair. Maintenant, effectivement, si on développe, il va y avoir des coûts qui sont associés à ça. Prenons Laval, par exemple, parce que c'est l'exemple. Ouais. Ben, Laval, s'il y a plusieurs milliers de logements qui sont construits, ben oui, il va falloir agrandir l'aqueduc, ça va coûter de l'argent, il va y avoir de l'amortissement, mais à terme, les nouveaux résidents vont être des contribuables pour Laval. Ouais, on est d'accord. Il y a cette dynamique-là également, et je pense qu'il faut revenir à la base. Qu'est-ce que la population québécoise veut? Quand on regarde dans les médias, c'est assez clair. Elle veut des bungalows, des maisons unifamiliales. Ouais. Et ça, je pense qu'on ne peut pas leur empêcher de vouloir ça, d'avoir une petite cour. Quand on a 2 enfants, de vouloir les voir courir, l'été, de jouer dans une petite piscine de plastique, il n'y a pas de problème à ça. Et là, encore une fois, on a des terres agricoles, on en a plusieurs, on peut exporter. Je pense quand même que c'est sûr que c'est peut-être un pavé dans la mare, mais il faut quand même y réfléchir parce qu'une telle politique publique, je pense qu'elle a le potentiel réel de faire des changements. Pour Laval, là, prenons juste Laval. Si l'ensemble du territoire agricole, on voyait une densité similaire au reste de Laval en construisant des résidences, ce qu'on verrait concrètement, on prend Lévis puis on l'ajoute à Laval. C'est énorme, c'est une augmentation de 40%. Mais encore une fois, je ne conteste pas les chiffres, là, juste être bien clair. J'aimerais revenir sur cette idée. Bon, vous êtes de l'IDM, vous connaissez votre réputation. Là, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais bon, il y a quand même dans ce langage-là une notion un peu quasiment de libertarianisme ou de libre choix du consommateur. Puis je veux dire, si on revient 50 ans en arrière, là, donner le libre choix, on pourrait aussi tous manger des hamburgers puis fumer des cigarettes. C'est ce que les gens voulaient et pourtant, les préférences, ça change dans le temps. Le rêve de la maison unifamiliale puis de la piscine en plastique, c'est un rêve peut-être qui existe encore aujourd'hui, mais il me semble dans une certaine mesure qu'on doit, tu sais, ce qu'on veut puis ce qu'on doit faire, c'est pas toujours, calqué l'un par-dessus l'autre. Est-ce qu'on doit pas, au contraire, encore une fois, sensibiliser les gens à la nécessité? On pourra pas éternellement étendre ce modèle-là. Là. Un jour, Montréal va être rendu en Abitibi. Là, je veux dire, on est d'accord là-dessus. Il faut mettre quand même des limites à l'étalement, des limites à l'emprise sur le territoire agricole. Puis je pense pas que référer à ce que les gens veulent, c'est nécessairement le seul critère qui est légitime là, quand on pense la fabrication de l'urbanisme de demain. Je comprends votre point. Écoute, ce que je vois, c'est que je pense pas que... T'as raison. J'ai flippé là. On revient au tutoiement. Je ne pense pas qu'on doit obliger les familles à élever des enfants au 18e étage d'un 4,5 à Montréal. Je pense pas que c'est ça la solution de dire, toi, tu espères avoir une maison. Moi, toi, t'en as une maison peut-être, ton frère en a une, tes parents en ont une, mais ton enfant, il en aura pas. Parce que l'urbaniste, lui, a décidé, ou le politicien municipal s'est dit, plus de maison unifamiliale. Je trouve que c'est injuste. On peut pas faire ça au Québec. Mais de la même façon que nos parents avaient 3 voitures, moi j'en ai une, puis mes enfants n'en auront pas. Tu comprends comme le monde change, non? Comme... je dis pas. Vos parents étaient riches, là. Non, mais mon point, c'est que tu sais, on est passé d'une culture du tout à la voiture à une culture où finalement on partage la voiture à peut-être la prochaine génération, on n'aura aucune voiture. Donc, c'est pas une question de richesse ou quoi. Je dis juste, nos standards ont changé. Là. Je comprends. Je gagne très bien ma vie, je me promène en trottinette électrique. Là, je veux dire, c'est pas une question de fric autant que notre culture, notre relation à la maison, à la mobilité a quand même beaucoup changé. Sans vouloir pourfendre la résidence unifamiliale, je pense peut-être que ce modèle-là peut être appelé éventuellement à tranquillement faire la place à autre chose. Je vous avoue, je comprends tout à fait, Francis, mais je suis d'une autre école. Je pense vraiment qu'on doit respecter ce que les gens veulent. Il va y avoir plus de condos. Ça, on est d'accord ensemble. À Montréal, il y aura plus de condos. Dans les banlieues, il y aura plus de condos. Ça prend encore des maisons unifamiliales. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Permettons-leur. On est d'accord. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'IADM. Merci d'avoir été avec nous. Très bon échange. On refera ça éventuellement. Merci. Merci à toi.